Bienvenue dans le 20h. Merci à tous de suivre RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, une délégation italienne est en mission de prospection sur le sol ivoirien. Ces hommes d'affaires sont en Côte d'Ivoire pour sonder le marché en termes d'opportunités d'investissement, notamment dans les domaines de l'exploitation minière, la transformation agricole ou encore la fourniture d'équipements. Plus d'1 million de nouvelles cartes nationales d'identité ont été produites par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI. 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Le premier responsable de l'ONECI appelle les Ivoiriens à continuer de se faire enrôler et à retirer leur carte d'identité. Marcel Aka du quotidien L'Inter a primé Super Ebony 2020. C'est la distinction suprême du journaliste en Côte d'Ivoire. La RTI a aussi glané des lauriers avec le prix Ebony Télé remporté par Cheikh Koné et le prix du meilleur reportage remporté par Ami Sissoko. Et puis en religion, l'Église catholique célèbre ses 125 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Une messe spéciale a été dite à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand-Bassam. Bonsoir à tous. En fin de journée ce dimanche, le chef du gouvernement s'est rendu à la résidence de l'ancien patron du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Marcel Zadi Kessi. Accompagné de plusieurs ministres, Ahmed Bakayoko est allé apporter la compassion du gouvernement à la famille de celui qui a été un grand serviteur de l'État. Ancien président du conseil d'administration de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire Sodeci et de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, Marcel Zadi Kessi est décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 84 ans. Il sera inhumé le 30 janvier prochain dans son village de Yakoli Dabo, c'est dans le département de Soubré. Un autre hommage du gouvernement ivoirien et au-delà de toute la nation. Demain lundi, le chef de l'État, chef suprême des armées, va présider la cérémonie en l'honneur des 4 soldats ivoiriens tombés au Mali. Ils faisaient partie de l'effectif de la MINUSMA, la mission de paix des Nations Unies au Mali. Et ils ont perdu la vie suite à une attaque de leur convoi dans le nord du Mali. Les dépouilles de ces héros de la nation ont été accueillies par le Premier ministre. La cérémonie officielle d'hommage sera donc demain à l'état-major général des armées, un direct qui sera assuré sur nos antennes par Alvorassa. Des hommes d'affaires italiens sont en mission de prospection économique en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Les domaines visés sont principalement l'exploitation minière, les ouvrages publics, la transformation des produits issus de l'agriculture ivoirienne. Laure Goretti et Herman Guivet. Des hommes d'affaires italiens venus en mission de prospection en Côte d'Ivoire en vue d'explorer les possibilités d'investissement dans le pays. Ils ont été reçus en audience par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. Dans cette période difficile du Covid, nous avons pensé de pouvoir faire venir nos sociétés italiennes ici en Côte d'Ivoire. On veut venir importer nos connaissances. Le ministre Ali Koulibaly a encouragé cette mission en démontrant les garanties au niveau fiscal et sécuritaire que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour motiver les investisseurs étrangers vers la destination Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire offre des possibilités à toutes les entreprises qui manifestent l'intention de venir investir ici, chez nous. Nous soutenons votre mission et vous encourageons, après cette mission de prospection, à venir, à revenir pour poser des actes concrets. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux et elle est prête à vous accueillir en vous offrant toutes les conditions qui pourraient permettre à vos investissements de prospérer. La délégation d'hommes d'affaires italiens est intéressée par le secteur de l'exploitation minière, la fourniture d'équipements, la transformation de produits agricoles et la construction de logements. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération économique et commerciale existant entre la Côte d'Ivoire et l'Italie.
Dans le domaine de l'identification en Côte d'Ivoire, l'opération d'établissement de carte nationale d'identité menée par l'ONESI se poursuit. Selon un bilan du directeur de l'Office national de l'état civil et de l'identification, plus d'1 million de cartes d'identité ont déjà été produites et 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Ahmed Traoré et Alvorassa. L'état civil, l'identification et le flux migratoire, ces 3 points étaient à l'ordre du jour lors de la rencontre qu'a eu le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et les journalistes. Selon Situni Chinyene Kafana, plus de 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Et à ce jour, plus d'1 million de cartes d'identité ont été confectionnées. Les défis que nous rencontrons se situent surtout au niveau de l'engouement des populations. Donc c'est de communiquer beaucoup plus sur le fait que les cartes sont produites, que nous avons une forte capacité de production qui est atteinte aujourd'hui, et appeler donc les Ivoiriens à venir retirer leurs cartes. Il faut dire que, bien entendu, nous avons des messages, des SMS que nous envoyons. Nous avons également notre centre d'appel que nous avons mis à contribution. Et donc nous demandons aux Ivoiriens, donc, dès qu'ils reçoivent ces SMS et ces appels de nos équipes, de se rendre très rapidement vers le centre normalement en vue du retrait de leur carte d'identité. Le directeur général de l'ONESI exhorte les Ivoiriens à se faire enrôler massivement. Pour faciliter l'enrôlement au niveau du monde rural, un partenariat a déjà été signé selon lui entre l'ONESI et la Poste de Côte d'Ivoire. Il a rappelé pour terminer que 500 000 cartes nationales d'identité seront produites chaque mois pour satisfaire la population ivoirienne. La 22e édition du prix Ebony a vu hier soir à Yamoussoukro le sacre de Marcel Aka Akissi, journaliste au quotidien L'Inter. La rédaction de RTI 1 était aussi représentée à ce concours annuel de la presse. Cheikh Koné du service économie a remporté le prix Ebony Télé et à Mississoko le prix Joseph Diomondé du meilleur reportage. Franco Adio. 2020 est Madame Aka Akissi Marcel de l'Inter. Monsieur le ministre. Aka Akissi Marcel du journal L'Inter, sacré Super Ebony 2020. Dans sa besace, les prix Ebony de la presse écrite et du meilleur interview. Quant au prix Ebony Télé, il revient à Cheikh Koné de RTI 1. Le prix Ebony Radio est remporté par Ligua Aimé de Radio Yopougon. L'Ebony du meilleur présentateur télé revient à Ali Diarasouba de NCI. L'innovation cette année, c'est l'Ebony de la presse numérique dont s'accapare Téné Ben Ousmane de la Voix des femmes. Quant à Amy Sissoko de RTI 1, elle remporte le prix Joseph Diomandé du meilleur reportage. Ce prix est aussi une motivation à ne pas baisser les bras. Il faut maintenir le cap et aussi nous devons être des modèles pour la génération montante. Ces 2 prix qui m'honorent et je suis très fier. C'est ma première participation au concours Ebony. Je pense que la prochaine fois, je ferai mieux. Avoir ce prix-là, je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on fait jour et nuit. Je remercie toute la direction de la RTI, je remercie mon rédacteur en chef, je remercie également le service économie, la directrice de l'information pour son accompagnement, pour son encadrement. Je suis très reconnaissant à l'ensemble de la corporation, mais aussi et surtout à l'ensemble de tous les téléspectateurs et internautes qui suivent le travail qu'on fait tous les jours. Je voudrais avoir également une pensée très forte pour l'ensemble des journalistes de la rédaction, l'ensemble des journalistes avec qui j'ai travaillé déjà à l'époque quand j'étais à la RTI. Quel journaliste pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Le thème central de cette 22e édition qui ramène le journaliste à prendre conscience de sa place dans la reconstitution du tissu social. Le message est réaffirmé par le président de l'UNJCI. Le journaliste peut être à la fois un pyromane et un pompier. Les journalistes ivoiriens ont décidé de prendre clairement l'option du pompier. Aussi, voudraient-ils apporter leur pierre à l'édification d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Une volonté de mieux faire, et cela est apprécié par le ministre Akobena Kwasi Adjoumani, invité spécial. Pour sa part, Sidité Moko Touré, ministre de la Communication et des Médias représentant le Premier ministre Abed Bakayoko, a invité les journalistes à désarmer leurs plumes et à s'engager résolument à la consolidation de la cohésion sociale. Vous avez nos encouragements. La nation sait pouvoir compter sur vous pour maintenir la stabilité sociale dans les mois et les années à venir. Vous comprenez donc l'importance de votre mission. C'est pourquoi, dans un environnement aux rares moyens, le gouvernement ne lésine sur rien
pour vous accompagner. Chers amis journalistes, je tiens à vous féliciter pour avoir choisi de questionner votre responsabilité dans la construction de la nation, la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de la paix. Des distinctions particulières récompensant des figures de proue de la presse et des prix sectoriels ont été également remis aux nominés pour leur production. Un prix spécial a été décerné au Premier ministre Ahmed Bakayoko pour ses actions en faveur d'une presse libre en Côte d'Ivoire. Le Super Ebony 2020, Marcel Aka qui s'y succède à Serge Akolia du RTI 1. Elle reçoit un véhicule et 20 millions de francs CFA en plus de divers lots offerts par les partenaires. Et grand bravo à tous les ébonies de la RTI. En économie, le fonds de garantie des crédits aux PME est né d'une volonté de faciliter l'accès au financement et au marché public des PME ivoiriennes, en partageant notamment le risque de financement avec les banques et établissements financiers par l'octroi de garanties. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Comment bénéficier si vous êtes une PME? Le président du fonds en a parlé dans le magazine du dimanche 13h. Je vous propose un extrait de son entretien avec Herman Guivet. La PME doit d'abord être formellement constituée. Une fois qu'elle est formellement constituée, c'est-à-dire avec un registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence et une déclaration de CNPS, la PME doit être à jour de ses obligations, bien entendu fiscales et sociales, puisque vous savez très bien qu'il s'agit d'argent public qui nous permet de garantir les crédits qui seront consentis par les banques. Donc cet argent public est pris au niveau de la collecte des impôts. D'accord. Donc vous devrez être en conformité avec vos obligations fiscales. Une fois qu'on a fini de dire cela, vous allez voir votre banquier, vous demandez votre prêt à votre banquier, et votre banquier vous demandera d'apporter les garanties nécessaires. Et là, vous allez ensuite contacter le fonds de garantie des crédits aux PME. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vos garanties, et ça se fait directement sur le site du fonds de garantie des crédits aux PME, www.fgpme.ci, et vous remplissez tout le formulaire possible, et nous vous répondons dans un délai de 72 heures maximum, en vous octroyant ou pas la garantie selon la nature et la qualité de votre dossier. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Et ensuite, il existe un deuxième mode de fonctionnement pour les champions nationaux. Pour les PME que nous avons identifiés comme des champions nationaux. Pour ces PME-là, elles viennent nous voir directement. Elles sont pas, il n'y en a pas plus de 300 ou 200. Donc, nous les accueillons directement. Nous étudions avec elles leurs besoins et nous les accompagnons auprès des banques partenaires. Aujourd'hui, nous avons 3 banques publiques conventionnées qui sont la BNI, la Banque Populaire et la Versus Bank. Dès le 1er mars, nous ouvrirons le dispositif aux autres banques du secteur privé et vous pourrez donc aller dans votre banque sans avoir à changer de banque. Et vous pouvez retrouver en intégralité cet entretien sur les www.rti.ci. Il vous permettra certainement de mieux comprendre ce mécanisme de financement des PME. Et dans cette optique de promotion de l'emploi et de l'auto-emploi, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a équipé 16 groupements professionnels et associations en matériel de production. Leur spécialité, la transformation du manioc et la production de jus de fruits. C'est Forazegui. La patience de ces 16 associations et groupements professionnels aura finalement payé. Ces femmes et hommes exerçant dans l'agriculture et l'agro-industrie viennent de recevoir un appui matériel. Ce don du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale fait partie du projet Impact Emploi. D'une valeur de 35 millions de francs CFA, il vient aider à réduire la pénibilité du travail et relancer l'activité de ces organisations qui a pris un coup du fait de la Covid-19. Ça va nous permettre vraiment de mieux travailler. Ça va nous aussi permettre de lutter contre la contre-saison qui est là. Et vraiment, je pense bien que c'est bienvenu. Pour la machine qu'on vient de recevoir, je suis tellement contente que les mots même me manquent. Avant, on travaillait nuit et jour péniblement, on ne se reposait pas. Et Dieu merci, grâce au gouvernement actuel, on va travailler moins.
La problématique de l'emploi est au centre de toutes les politiques et stratégies du gouvernement, selon Pascal Kwaku Abinan, le ministre en charge de l'emploi. Il promet un accompagnement efficient à ces 16 groupements professionnels. C'est une cérémonie importante qui nous permet de promouvoir l'auto-emploi. Parce que ceux-là, ils vont s'installer, ceux ou celles, ils vont s'installer et développer leurs activités. Ils vont être formés et ensuite, on va les encadrer et les suivre tout au long de leur évolution. Des motopompes, des broyeuses de manioc, des fours industriels, des essoreuses et extracteurs hydrauliques constituent l'essentiel des dons. À terme, le projet Impact Emploi sera conduit sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et va générer plus de 2000 emplois. Voyons maintenant le bilan du coronavirus pour ce dimanche 24 janvier en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre aujourd'hui 238 nouveaux cas de Covid-19 sur 4600 échantillons prélevés, soit 5,2% de cas positifs. 167 personnes ont été déclarées guéries et malheureusement un décès enregistré. L'hôpital général de la commune d'Adjamé reçoit environ 12 000 malades chaque année, dont plus de 600 victimes d'accidents de la route. Les évacuations vers d'autres centres de santé n'y sont pas rares et de ce fait, l'hôpital vient d'être doté d'une deuxième ambulance médicalisée pour un coût de 60 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. Hôpital général d'Adjamé. Des blessés de la circulation routière viennent d'arriver. Après les premières consultations, l'état de santé de ces victimes nécessite une évacuation vers un autre centre pour des scanners. Mais l'unique ambulance est déjà partie pour un transfert de malades. Ceux-ci vont devoir patienter. Face à la surexploitation de la seule ambulance, la directrice de l'hôpital général d'Adjamé lance un cri de cœur. L'hôpital général d'Adjamé est l'hôpital de référence du district sanitaire Adjamé Plateau à Tékoubé. Les centres périphériques évacuent leurs cas graves. Au cours de l'année 2020, nous avons reçu 606 accidentés de la voie publique. Donc nous avons besoin d'une seconde ambulance parce que souvent, nous ne réussissons pas à les évacuer. L'appel a un écho favorable. Le maire, Farid Koussoumaro, remet une ambulance médicalisée d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA à l'hôpital général d'Adjamé. Actuellement, la pandémie qui circule partout dans notre pays et Adjamé qui reçoit 2 millions de personnes, il était important pour nous vraiment de mettre l'accent sur le volet santé. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique traduit la gratitude du docteur Eugène Aka Awele. Et cet hôpital est dans un projet de réhabilitation dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et après cette réhabilitation, il faut naturellement que le transport hospitalier puisse être développé. Cette nouvelle ambulance vient porter à 2 le nombre de véhicules du parc automobile de secours d'urgence de l'hôpital général d'Adjamé. Et dans le département de Tiasalé, c'est le centre de santé de Ndoussi qui a été doté de matériel biomédical pour 46 millions de francs CFA. L'organisation américaine ADRA intervient ainsi pour la santé, et cela dans une vingtaine de pays de la sous-région ouest africaine. Eugène Atoubé. Ndoussi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiasalé. Des équipements biomédicaux sont offerts au centre de santé de cette localité afin d'améliorer les soins et actes de santé des populations, surtout les plus vulnérables. C'est un don de l'organisation chrétienne humanitaire ADRA, Adventist Development and Relief Agency. C'est un devoir de venir à Ndoussi, accompagner cette communauté et permettre que la population de cette ville, de cette région, puisse bénéficier des soins adéquats. Et c'est un devoir moral, une responsabilité que nous prenons sur nous d'accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre souci aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour qu'il soit utilisé à bon escient et que les bénéficiaires puissent en profiter.
Le don de l'organisation ADRA d'une valeur de 46 millions de francs CFA est composé de lits d'hospitalisation, de matelas, de tables d'accouchement, de kits d'opération, d'instruments pour plateau technique d'opération et de matériel pour analyse biologique. Ils ont envoyé les matériels pour nous, donc on est très heureuse. Le don que vous venez de faire est une initiative hautement salutaire. Je tiens au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à vous adresser mes sincères remerciements pour votre contribution à l'amélioration du plateau technique de nos structures sanitaires. L'organisation chrétienne humanitaire ADRA inscrit au nombre de ses actions le renforcement du plateau technique des centres de santé dans 22 pays de la sous-région. Avec Ndoussi et Aboisseau quelques mois plus tôt, ces structures de l'Église adventiste du 7e jour, basée à Washington DC aux USA, matérialisent son partenariat durable avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de santé. Partenariat qui s'étend dans l'éducation, les catastrophes naturelles et l'humanitaire. Dans l'ouest montagneux, les populations des localités de Guézon et de Petit-Guiglo ont vécu des périodes de troubles soldées par une fracture du tissu social. Pour ramener la cohésion de façon définitive, le médiateur de la République, Adama Toungara, s'est rendu dans ces deux localités et il a eu des échanges avec les populations. F. C'est à Guézon que le médiateur de la République, Adama Toungara, a entamé sa tournée de sensibilisation des populations à la paix et à la cohésion sociale. Adama Toungara, face à l'ensemble de toutes les forces vives de Guézon, lance un appel à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Chers parents de Guézon, je voudrais vous exhorter à œuvrer avec un engagement ferme, à redorer l'image de notre localité aux yeux de la communauté nationale en tournant le dos à l'affrontement, à la violence et à la division. Quelles que soient nos divergences d'opinion et de culture, nous devons apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel et surtout la tolérance. Pour rappel, les 27 et 28 décembre 2020, cette localité a vécu une crise communautaire entre autochtones et une communauté allochtone. Après Guézon, cap sur Petit-Guiglo dans le département de Bleu-le-Quai. Ici, le 4 janvier dernier, une crise entre les autochtones et une communauté de la CEDEAO a engendré une fracture du tissu social. Bilan, un mort et des blessés. Cette tentative de se rendre justice ne peut pas perdurer, ne peut pas continuer, parce qu'on est dans un état de droit. Force doit être laissée au droit. Dans les deux localités visitées, les comités locaux de veille et de suivi de la cohésion sociale mis en place poursuivront les sensibilisations et les actions pour le retour définitif de la paix. Et on reste dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ville de Dieukwé, chef-lieu de la région d'Iguémon, abrite désormais sa propre compagnie républicaine de sécurité, CRS. C'est la 7e du genre en Côte d'Ivoire. Sa mission principale, lutter contre l'insécurité. Godefroy Kambawa. Dieukwé, chef-lieu de la région du Guémon, vient d'être doté d'un détachement de CRS, compagnie républicaine de sécurité. Les populations sont heureuses de cet acquis qui vient renforcer le dispositif sécuritaire de la localité et de toute la région du Guémon. La compagnie républicaine de sécurité de Dieukwé est la 7e compagnie du genre que la direction générale de la police fait installer dans le Guémon, d'où son appellation CRS7. La CRS7 a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans sa zone d'intervention. Lors de la cérémonie de salut aux couleurs qu'abritait le collège moderne Jean Glao, le préfet de Dieukwé a demandé aux populations de réserver un bon accueil aux éléments de la CRS7 et surtout une bonne collaboration afin que les policiers de cette compagnie mènent à bien leur mission. C'est une force d'appoint qui vient compléter le dispositif sécuritaire au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a la gendarmerie, il y a le commissariat de police. Donc la CRS7 vient en complément à tout ce dispositif sécuritaire.
Selon l'arrêté qui crée cette compagnie, elle est en charge non seulement le département de Diokué, mais l'ensemble de la région du Guémon, pour régler les problèmes sécuritaires qui se posent. Les populations de Diokué ont espoir que le taux d'insécurité élevé dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire baissera considérablement. Elle totalise 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. L'Église catholique célèbre cette date symbolique. Une messe spéciale a été dite dans le diocèse de Grand-Bassam. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, revient sur la mission de l'Église catholique en Côte d'Ivoire dans ce reportage de Grace Canto. Bassam, porte d'entrée de la foi en Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville historique en 1895 que les envoyés de la Société des missions africaines SMA ont apporté l'évangile en terre des Burma. Ce dimanche, les 15 diocèses du pays se sont retrouvés à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville à Bassam pour célébrer la clôture des festivités marquant les 125 ans d'existence de l'Église catholique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens restent fidèles aux engagements de leur baptême. Ils accordent une place importante à la prière dans leur vie. Des groupes de prière se constituent ici et là. Les fidèles, dans leur ensemble, participent d'une façon plus active à l'Eucharistie. Ils sont nombreux, les foyers chrétiens qui s'efforcent de vivre les exigences du sacrement du mariage et restent soucieux de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup a été fait certes, mais pour les fidèles, les 125 ans marquent un nouveau départ dans la foi. 125 ans d'évangélisation sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est une grâce pour nous. Que ce jour apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a comblés de beaucoup de bonnes choses. Mettre le mot amour, paix et confiance. Et puis bien sûr, la charité. Nous allons entrer en nous-mêmes pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir tirer une conclusion pour parfaire ce qui n'a pas marché par le passé. Des résolutions qui cadrent avec la vision du gouvernement qui se montre solidaire de cette célébration. Le chef de l'État a été représenté par le ministre des Sports. 125 ans d'évangélisation en ce jour de jubilé. Cette bonne nouvelle qui aujourd'hui doit être une source de renouvellement de notre foi. Une source de charité, une source qui doit nous inspirer à marcher résolument vers la réconciliation et le partage. Pour que la Côte d'Ivoire garde sa vocation d'être la terre d'espérance, le pays de la vraie fraternité. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise du parchemin à certains fidèles pour leur engagement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et voilà pour l'actualité nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs dans le monde au cours de cette semaine du 18 au 24 janvier? Voyons cela dans le 7 sur 7, proposé ce soir par Alexis Ouedraogo. Après plusieurs mois de convalescence en Allemagne, où il se remettait d'une tentative d'empoisonnement, l'opposant russe Alexei Navalny a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Moscou. Les services pénitentiaires russes ont précisé lundi qu'il resterait en détention jusqu'à la décision du tribunal. Arrêté fin décembre, l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala est depuis le 2 janvier mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Sa demande de libération sous contrôle judiciaire a été rejetée. Les Nations Unies soupçonnent sa milice d'avoir mené des exactions aux côtés de la branche armée du mouvement de libération du Congo, dirigé par son allié d'alors, Jean-Pierre Bemba. Vainqueur de la présidentielle du 3 novembre dernier, le démocrate Joe Biden a été officiellement investi mercredi. Il a exhorté les Américains à se rassembler. Le président sortant Donald Trump n'a pas assisté à la cérémonie. L'Union européenne appelle à éviter les voyages non essentiels entre les pays du bloc pour faire face à la menace des nouveaux variants du coronavirus. La présidente de la Commission européenne a proposé jeudi pour les pays hors Union européenne des mesures de sécurité supplémentaires.
Le Congrès américain a confirmé à une large majorité vendredi la nomination de l'ex-général Lloyd Austin au poste de ministre de la Défense. À 67 ans, Lloyd Austin devient le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 à la tête du pays, a annoncé samedi qu'il serait candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 21 mars. Il a été investi candidat à la présidentielle par sa formation politique, le Parti congolais du travail, et 16 autres formations alliées à la majorité. Au moins 3 soldats maliens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre du pays, dans 2 attaques attribuées aux djihadistes près de la frontière avec le Burkina. Déjà jeudi, 3 autres soldats maliens avaient été tués par un engin explosif improvisé. Le centre du Mali est devenu l'un des principaux foyers d'attaques qui se sont propagés depuis 2015 au sud du pays, mais aussi au Burkina Faso et au Niger. Un tour d'horizon de l'actualité internationale qui met fin à ce journal. Merci de votre attention. Merci à Eugène Atoubé, Aurélia Droukoula, Baker et à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous et à demain.